Bonjour, je suis en compagnie de Muriel Trichet de Isotès, avec qui nous allons parler de la détresse psychologique, particulièrement prégnante en ce moment, avec cette période de pandémie qui n'en finit pas, et d'horizons de sortie qui vont vers des faits qui sont très anxiogènes. Alors, Muriel, bonjour. Bonjour. Qu'appelle-t-on détresse psychologique? Alors en fait, c'est une terminologie qui est un peu plus récente et qui recouvre en fait toutes les réactions psychologiques comme l'anxiété, les épisodes dépressifs et donc en gros, c'est tous les impacts à la santé psychologique. On va le dire comme ça de manière générique. Donc ça, c'est la détresse psychologique et dans le cadre qui nous occupe, c'est la détresse psychologique en lien avec la pandémie, mais aussi toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place et l'incertitude dans l'évolution effectivement de cette pandémie, mais aussi des mesures que le gouvernement effectivement nous met en place. Alors, comment se traduit cette détresse psychologique dans cet inconnu, dans les aléas de l'entreprise qui vous disent un jour vous travaillez à 100%, un jour vous travaillez à 10%, un jour vous travaillez plus du tout, il y a un PSE qui va se mettre en route. Dans quel état sont les salariés en ce moment? Ils sont très mal. La dernière enquête qui date quand même du mois de novembre parle de un salarié sur deux qui serait en détresse psychologique. Donc c'est quand même un chiffre qui est important qu'on n'a pas réévalué depuis. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer que ça ne va pas forcément beaucoup mieux. La manière dont ça s'exprime, elle va être multiple. C'est-à-dire qu'on va assister à des phénomènes soit d'anxiété avérée, c'est-à-dire avec des gens très stressés, soit à l'idée de revenir par exemple une journée par semaine en présentiel sur leur lieu de travail parce qu'ils ne se sentent pas effectivement d'être confrontés à leurs collègues si les mesures sanitaires ou les gestes barrières ne sont pas totalement respectés. Il peut y avoir aussi des phénomènes d'isolement, c'est-à-dire des gens qui vont rentrer chez eux, qui vont se créer une bulle à l'intérieur de leur intimité pour continuer à travailler et qui seront là aussi dans l'incapacité de sortir ou en tout cas d'être avec les autres, ou qu'ils n'arrivent pas à envisager de se mettre avec les autres. Il peut y avoir des troubles du sommeil, il peut y avoir des troubles de la concentration. Actuellement, ce dont on fait l'expérience, en tout cas dans les retours qu'on peut avoir dans les accompagnements des salariés, ce sont tous ces phénomènes cognitifs et ces phénomènes de retrait de la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on essaye d'investir d'autres sujets autres que la vie professionnelle, parce que soit les entreprises ne mettent pas suffisamment d'actions, en tout cas de mesures visant à garder ce lien-là, soit parce qu'effectivement, ils sont trop anxieux ou trop déprimés ou trop impactés par la situation. Ils ont du mal, effectivement, à continuer à investir leur sphère professionnelle. Alors, on a des salariés qui sont en télétravail depuis un an, puisque certaines entreprises ont mis leurs salariés en télétravail depuis un an, et à qui on va dire à un instant, vous allez retourner au bureau. Est-ce que ces salariés qui appellent de leur vœu le retour au bureau parce qu'ils ont besoin de ce lien social avec les collègues de travail, est-ce que ça va se passer tout seul? Est-ce qu'ils vont avoir ce bol d'oxygène ou est-ce que finalement on va se rendre compte que de reprendre le métro pour aller retrouver ses collègues de travail, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait? C'est très compliqué parce qu'en fait, ça va dépendre des entreprises, ça va dépendre des salariés, ça va dépendre effectivement, comme vous le disiez, s'il y a des transports. C'est vrai que le fait de reprendre des transports en commun, par exemple sur Paris, la région parisienne, c'est très très compliqué. Donc je pense qu'il y a besoin en tout cas qu'il y ait une investigation, une analyse de ce retour en présentiel, que ce soit une journée par semaine ou plusieurs journées par semaine. Même si effectivement de nombreux salariés appellent de leur vœu le fait de revenir au travail, de recréer du lien avec leurs collègues, il y a besoin de mettre en place des conditions pour que ça se passe bien. Dernièrement, j'ai été sollicitée parce qu'effectivement, il y avait eu cette envie de revenir en présentiel et ça avait été extrêmement mal vécu par les salariés parce que n'avait pas été pris la peine de regarder de quoi avaient besoin les salariés pour se retrouver. Et quand on passe un an en télétravail à 100%, le fait de se réinscrire dans une habitude professionnelle qui est différente de celle qu'on a mis en place en télétravail nécessite à minima qu'on regarde quels sont les attendus et les besoins de chacun. Après, si c'est revenir au travail une fois par semaine, mais que c'est un salarié et à chaque fois sur les 5 jours de la semaine ouvrés, c'est pas cohérent. L'idée, si c'est recréer du lien ou en tout cas recréer aussi du lien social, même informel, il y a besoin au moins de recréer des petits groupes et pas de laisser isoler la personne qui va revenir de télétravail sur son lieu de travail. Imaginez, vous revenez le mardi, vous êtes sur un open space et vous êtes tout seul.
Donc là, on ne lutte pas du tout contre l'isolement. C'est revenir au travail, mais pour quelle raison? Ça n'a pas de sens. C'est de recréer là aussi des réunions d'équipe, pas forcément avec juste un axe professionnel, mais d'y voir aussi des moments informels. C'est ce qui va aussi recréer ces collectifs de travail qui ont pu se déliter avec le temps quand pendant 1 an on a été en télétravail. Ah oui, parce qu'il y a certaines détresses psychologiques qui sont dues et générées par l'organisation du travail. Oui, encore une fois, il n'y a pas forcément de malveillance, hein. C'est vraiment une désorganisation ou une difficulté à anticiper. On imagine que le fait d'être en télétravail, même au début, hein, c'était chouette pour tout le monde y retrouvait son compte, il y avait une forme de confort. Mais il y a des télétravails, en tout cas, qui ont été mis en place, qui ont été vécus très mal parce que l'entreprise a mis en place, par exemple, des systèmes de contrôle. J'ai entendu, effectivement, dans des personnes que j'ai pu accompagner, où, en gros, si vous ne bougez pas la souris toutes les 10 minutes pour bien montrer que vous êtes face à votre poste, du coup, ça interpelle votre manager qui vous passe un coup de fil dans la foulée. Donc non, si on reste dans du télétravail, on doit mettre en place des modèles d'organisation qui soient sains et satisfaisants pour tous et pas des mesures de contrôle et de vérification où là, ça devient encore plus anxiogène. Imaginez, vous devez être à telle heure, vous devez bouger, envoyer tant de mails, etc. Donc là, il y a bien des modalités d'organisation qui sont contre-productives et pour la santé des salariés, mais aussi pour l'entreprise. On n'a jamais vu des très bonnes performances en mettant en place, en tout cas, des modèles organisationnels de ce type. Ça peut être aussi les liens avec le manager, c'est-à-dire le pilotage et l'animation en équipe. Si l'entreprise ne met pas en place des modes d'organisation qui sont adaptés, ça peut être aussi s'assurer, par exemple, que les gens ils ont un accès Internet, qu'ils ont le matériel aussi pour avoir ce lien avec la visio. Si vous mettez en place des réunions d'équipe en visio et que personne n'est équipé, vous allez voir que c'est très contre-productif et très anxiogène pour les gens qui peuvent se sentir coupables de ne pas avoir ce matériel. Et dans les modalités, c'est aussi de mettre en place suffisamment de liens, de webcafé par exemple. Ce n'est pas uniquement dirigé vers des réunions purement professionnelles ou à visée de travail, mais aussi de mettre en place des échanges informels grâce à ces modalités d'organisation. Et pour le présentiel, c'est pareil, il va falloir recréer, je dirais, des sas à partir duquel les gens vont réinvestir le travail et le lieu de travail, parce que ce sont 2 choses différentes. Alors, quels sont les dégâts de ce télétravail à 100% sur l'aspect psychologique des salariés? On a assisté à des phénomènes de retrait, c'est-à-dire de repli sur soi. C'est-à-dire que j'ai eu des entreprises qui m'ont dit, il y a des salariés, on ne sait plus ce qu'ils deviennent, on ne sait plus est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils ne vont pas bien. Quand on est en contact avec eux, c'est des gens qui se sont un peu mis tellement en retrait qu'ils ne souhaitent plus effectivement revenir sur le lieu de travail et qui ont perdu aussi, qui ont décroché, donc on assiste à tout ce qui est phénomène de décrochage, qui ont décroché de tout le sens de leur propre travail, c'est-à-dire ça vient toucher aussi leur identité professionnelle. En termes de troubles psychologiques, on peut avoir des épisodes dépressifs assez importants, on peut avoir aussi des passages à l'acte malheureusement, et on peut avoir des phénomènes encore plus impactants en termes de travail, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une perte de ce sens au travail qui fait qu'on ne va plus rechercher le lien à l'autre, on va perdre effectivement qu'est-ce qui fait l'originalité et notre plus-value dans notre travail quotidien. En termes psychologiques, ça peut avoir effectivement des impacts très importants d'effondrement psychique, tout simplement, de la personne à titre individuel qui se retrouve dans l'incapacité effectivement de réinvestir cette sphère professionnelle. Et malheureusement, les entreprises, elles n'ont pas toujours mis en place des mesures permettant d'apprécier ou d'évaluer ces problématiques ou ces impacts à la santé. Donc c'est là, effectivement, que le bât blesse, c'est que les entreprises n'ont pas forcément une bonne représentativité, ou en tout cas n'ont pas forcément conscience de ces impacts-là, parce que les moyens mis en place habituellement, aller voir le médecin du travail, avoir un conseiller de prévention qui relève, ou en tout cas qui fait remonter ce type de données, n'a plus ces éléments-là. Donc on assiste effectivement à tous ces phénomènes où il peut y avoir des troubles psychologiques de type très anxiogène,
dépressif, d'insomnie, de perte de la concentration, de perte du sens au travail, perte du lien avec les autres, qui font que la personne, elle est dans l'incapacité après de revenir auprès de son collectif de travail. Il peut y avoir des impacts aussi en termes plus personnels et plus privés. Et là, on voit bien que la porosité entre la sphère vie privée, vie professionnelle est complètement perdue, avec des épuisements qu'on retrouve aussi chez certains salariés, parce que dans l'incapacité de se mettre des limites quand on est en télétravail, de savoir quand je commence ma journée de travail et quand c'est que je la termine. C'est ce qui crée beaucoup de troubles du sommeil, en tout cas. Alors maintenant, on va prendre le cas que malheureusement beaucoup connaissent aujourd'hui. On a été confinés, on a été en activité partielle de longue durée, alors soit en pourcentage, soit totalement inactif, dégringole un PSE. Qu'est-ce que vous donneriez comme solution à un DRH et à des élus de CSE pour aider les salariés qui vont devoir s'adapter à deux choses? Je vais être licencié ou je vais partir de manière volontaire, ou je vais y rester, mais quand je ne vais pas retrouver la totalité de mes collègues de travail. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux DRH qui doivent gérer cette période-là, aux élus de CSE qui doivent, d'une manière ou d'une autre, communiquer avec les salariés et porter aussi leurs solutions? Qu'est-ce que vous leur diriez? Déjà, je leur dirais d'abord d'avoir une bonne évaluation de la situation. On ne peut pas mettre en place, en tout cas dans la partie réglementaire du PSE, ils ont des exigences qui les poussent à mettre en place des mesures psychosociales visant justement à accompagner les salariés. Mais au préalable, comme on est dans une situation très atypique, et comme vous le rappeliez, il y a eu des évolutions en tout cas très inédites, donc auxquelles on n'a jamais été confronté et auxquelles les entreprises n'ont jamais été confrontées. Donc si c'est venir plaquer des mesures qui existent déjà ou qui ont déjà existé au préalable, je pense que c'est une erreur. Par exemple, j'ai rien contre les lignes d'écoute téléphonique psychologique, mais ce qui peut être valable au long cours à l'année pour justement recueillir la souffrance éventuelle ou le mal-être des salariés, là ne me paraît pas complètement approprié. Il y a vraiment besoin d'établir un diagnostic par rapport à ceux qui restent, de quoi ils vont avoir besoin et de proposer effectivement des accompagnements personnalisés. Mais comme vous le rappeliez aussi, il n'y a pas que ceux qui partent, il y a ceux qui restent et qui en plus intériorisent le stress, l'angoisse de se dire « là c'est le premier PSE, est-ce qu'il ne va pas y en avoir un deuxième ?» Puisque de toute manière, comme vous le rappeliez, on est en pleine période d'incertitude. Donc il faut avoir, ne serait-ce que d'abord, l'humilité de se dire qu'on ne connaît pas la situation et qu'on a besoin de l'évaluer, je dirais, de manière très réactive, pratiquement semaine par semaine, s'il y a un conseil de défense toutes les semaines pour nous rappeler les mesures et l'évolution par rapport à la pandémie. Il y a besoin aussi de mettre en place un comité de veille, un comité de suivi, en tout cas un comité de pilotage qui va s'assurer de mettre en place les bonnes mesures pour accompagner les salariés. Parce que pour ceux qui partent, ça peut être effectivement de rebondir, de se reprojeter professionnellement dans une autre entreprise ou dans un autre projet professionnel. Mais comment demander à quelqu'un de se projeter professionnellement ailleurs que dans son entreprise si elle y a passé 30 ans et qu'en plus, on ne lui met même pas un accompagnement personnalisé dédié pour que la personne elle puisse avoir accès à ses ressources intérieures, dépasser le choc émotionnel dans un premier temps du PSE, parce que quand on vous annonce comme ça du jour au lendemain, il va y avoir un PSE, c'est un peu compliqué. Donc deuxième point, c'est aussi d'assurer au niveau communication quelque chose d'assez qualitatif. Bien entendu qu'il n'y a pas tous les éléments d'information qui peuvent être transmis comme ça de manière très crue, mais on le sait que le phénomène de rumeur qu'il va y avoir derrière va avoir un poids important sur l'anxiété générée auprès des salariés. Donc autant essayer de construire ou de co-construire avec les élus une communication, une stratégie de communication visant à apporter les éléments aux salariés, soit qu'ils soient impactés directement par le CSE, de manière directe, c'est-à-dire qu'ils vont être amenés à quitter l'entreprise, ou ceux qui vont être amenés à y rester, afin qu'on ne donne pas trop d'informations dès le début, parce qu'on va avoir un phénomène de difficulté d'appropriation de ces informations-là, donc ça ne sert à rien, il y a des gens qui vont passer à côté, et donc en fait, de borner et de phaser en fait, toute la communication tout au long du PSE. Un PSE, c'est quand même pas un projet facile, ni pour la direction, ni pour les élus à mettre, en tout cas à traduire auprès des salariés. Mais par contre, ça peut bien se faire. Par contre, si tous ces préalables-là, si on ne met pas en place un accompagnement, ou en tout cas si on ne réfléchit pas aux accompagnements, à la personnalisation, à ce que ça corresponde effectivement aux attendus et aux besoins des salariés,
ben voilà, ça risque effectivement de passer à côté et on risque de plaquer, de mettre en place des mesures psychosociales, soit dont les salariés ne vont pas du tout se saisir, soit qu'ils vont rejeter, il va y avoir des phénomènes de résistance, soit qui vont passer complètement à côté de l'objectif. Donc un diagnostic, une évaluation qui se fait par phase tout au long du PSE, maîtriser la communication et prescrire des modalités d'accompagnement personnalisées pour les salariés. Merci Muriel. Alors, notre interview est terminée, mais ce n'est pas terminé pour vous, puisque vous pouvez poser des questions à Muriel en cliquant sur le petit bouton qui va être en dessous du logo de Isotes à côté de cette vidéo, où vous pourrez lui poser toutes les questions complémentaires pour avoir des conseils ou même pour la faire venir dans votre entreprise si vous jugez que vous avez besoin d'une psychologue en entreprise pour vous accompagner dans cette période qui est une période très compliquée. Merci beaucoup Muriel. Merci beaucoup à vous.